question de capacité à mettre ses réserves sur le marché en temps et en heure. C'est-à-dire que la transition qu'on souhaite faire actuellement est une transition qui est tellement rapide que finalement, faute d'investissement suffisamment en amont, et notamment parce que ça prend beaucoup de temps, on y reviendra, on n'a pas été capable évidemment d'anticiper cette demande et d'être capable de produire la quantité de cuivre, par exemple, qu'il va nous falloir pour répondre à cette transition énergétique. Et ça d'autant plus qu'on va vers des gisements évidemment qui sont de plus en plus complexes. Soyons clairs, les gisements peu profonds, très concentrés, on les a déjà exploités, c'est assez logique. Donc on a des temps de mise sur le marché qui sont plus longs, il y a une question d'acceptabilité sociétale sur laquelle je reviendrai plus forte, etc., etc. Et donc tout ça évidemment conduit non seulement à une augmentation, je dirais, globale du cours des matières, ici c'est le cours du cuivre depuis la fin des années 90, mais également à une forte volatilité qui n'est pas sans poser problème pour les gens qui derrière veulent investir sur ces sujets-là, puisque pas toujours très simple de prédire quel va être le cours qui pourtant définit, comme vous l'a expliqué Olivier, directement la ressource qui est économiquement accessible. Donc voilà un peu pour ces éléments de contexte, je dirais, et donc avant de passer maintenant sur la question évidemment centrale qui est comment est-ce qu'on peut répondre à la demande, et puis j'anticipe tout de suite, d'ailleurs, enfin je donne tout de suite un des éléments, des messages forts qui est on ne pourra pas éviter d'ouvrir de nouvelles mines, sauf évidemment aller vers une décroissance extrêmement forte et rapide. Alors pourquoi tout ça? D'abord, que peut-on faire pour essayer de reconquérir une part de souveraineté? Vous comprenez, je pense, au travers de ce que je vous ai brièvement esquissé, de ce qu'a dû vous présenter Olivier ou d'autres, qu'on a affaire à un marché d'une grande complexité, à des chaînes de valeur d'une grande complexité, et qui a un besoin de vision à 360, ce qu'on appelle de l'intelligence minérale, l'intelligence technico-économique, si vous voulez, au sens anglo-saxon du terme. Donc vraiment anticiper l'évolution de tout ça, et puis être capable de soutenir les décisions en termes de gouvernance. Et donc ça, c'est le rôle de structures d'observation qui doivent être mis en place. Et donc on a créé en France un observatoire dédié à cette question des ressources minérales en fin 2022 qui s'appelle l'OFREMI, qui associe les compétences et les expertises de 6 établissements donc autour du BRGM, avec également le CEA, l'IFRI, l'ADEME, le CNAM et dans le paysage et l'IFPEN, et qui vise vraiment à fournir au pouvoir public une capacité à décrire les chaînes de valeur, une capacité à faire des exercices d'adéquation offre-demande, une capacité aussi à essayer d'anticiper, de faire des stress tests, d'anticiper les potentielles crises. Et tout ça se fait évidemment, certes à l'échelle nationale, mais aussi en collaboration avec nos alter-ego européens. J'ai mentionné ici sur le slide quelques agences européennes, enfin dans d'autres pays, allemands, néerlandais, danois, etc., qui font le même travail avec lequel on travaille. Le deuxième, c'est évidemment, on a quand même des gisements dans notre pays, facilement utilisables, c'est les objets en fin de vie, c'est les revenus industriels, c'est toute l'économie circulaire, le recyclage. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe, je vais y revenir dans un instant, mais qui, je vous montrerai, ne pourra pas répondre intégralement aux besoins. Et donc, à partir du moment où ça ne répond pas aux besoins, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher de nouvelles ressources dans le sous-sol, chez nous d'abord, et puis aussi à l'étranger au travers de partenariats stratégiques. Et je vais revenir sur ces 3 points dans les slides qui suivent. Donc, premier point, le recyclage. Le recyclage, c'est vraiment, je dirais, un impératif, une opportunité qu'il faut qu'on saisisse parce que c'est aussi un moyen, quelque part, de relocaliser l'activité industrielle, de relocaliser de la compétence, de reconquérir une maîtrise industrielle qui nous fait parfois défaut. Et puis, évidemment, c'est extrêmement vertueux en termes d'économie de la ressource, qui est quand même quelque chose qui doit être un driver important dans nos décisions sur ces questions de ressources. Alors, ça nécessite évidemment de relocaliser une industrie de transformation, une industrie primaire, potentiellement lourde, pour purifier, transformer ces matières avec toutes les questions d'acceptabilité que ça peut soulever à chaque fois que vous devez ouvrir une usine, évidemment, et même des questions, je dirais, d'intégration ou de prise en compte dans les trajectoires de net d'urbanisation zéro qu'on a décidé au niveau national. Alors néanmoins, malgré tous les efforts qu'on pourra faire, c'est quelque chose qui ne permettra pas de répondre à 100% de nos besoins, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui c'est important d'avoir en tête. Alors pourquoi on n'y arrivera pas à couvrir 100%? D'abord parce qu'on a des pertes à toutes les étapes. C'est un peu ce que vous résume l'escargot à gauche là, c'est-à-dire que voilà, vous produisez une certaine quantité de produits, donc c'est le flux, si vous voulez, bleu foncé ici, et puis
entre ceux que vous avez produits, ceux qui vont être en utilisation, déjà vous avez des pertes en ligne. Les produits en fin de vie que vous allez pouvoir récupérer pour pouvoir les recycler, aussi performants soit-on en termes d'organisation de la collecte au niveau national, on n'aura jamais 100%, alors on peut essayer de réduire cette perte le plus faible possible, mais il y en aura toujours un petit peu. Et puis après, quand vous faites du recyclage, il y a les limites de la physique et de la chimie qui s'appliquent, et vous n'aurez jamais 100% du matériau de départ, du métal de départ que vous arriverez à récupérer. Et donc, là évidemment, je vous le dis tout de suite, les flèches ont été exagérées en termes de pertes, mais néanmoins, à la fin, ça reste assez symptomatique, assez significatif, pardon, et on estime que dans un monde en croissance, il est peu probable que le recyclage arrive à couvrir plus que, vision très optimiste, 40 à 50% du besoin, je dis bien, dans un monde en croissance. Deuxième point, et justement, c'est lié au fait qu'on est dans un contexte où les besoins augmentent, au moins tant qu'on est en période de transition. Et donc, ce que vous recyclez aujourd'hui, c'est ce que vous avez produit il y a 10 ans, 20 ans, 25 ans, avec une technologie qui n'était pas la même, donc il n'y avait peut-être pas les mêmes métaux dedans, des quantités de produits, puisqu'on est dans un monde en croissance, qui sont, de toute façon, même si vous récupérez 100% du flux, qui sont plus petits. Donc c'est un peu ce que vous voyez sur la figure ici, où vous voyez que, si je me place par exemple en 2080 ici, la quantité de cuivre que je vais récupérer par le recyclage, ça correspond donc à celle qui a été produite. Si j'ai un décalage de 20 ans, je vais avoir donc beaucoup moins de cuivre évidemment dans les produits que j'ai récupérés que, le cuivre ou d'autres choses, mais que ce dont je vais avoir besoin. Et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça veut dire que, encore une fois, il faut qu'on déploie le recyclage, mais ça ne va pas résoudre l'intégralité de nos problèmes d'approvisionnement. Et donc ça va nécessiter forcément qu'on trouve de nouvelles ressources. Avant de passer à ces nouvelles ressources, un point quand même que je tiens à préciser, c'est qu'il va falloir aussi sans doute qu'on réfléchisse à comment on gère le mieux possible cette économie circulaire. C'est-à-dire qu'il n'est sans doute pas très pertinent de commencer par un usage pour une matière qu'on aurait sortie du sous-sol, dans lequel on n'a pas besoin de beaucoup de pureté, ou avec lesquelles les spécifications ne sont pas très sévères, et de vouloir, après le recyclage, aller vers un objet où, à l'inverse, on a besoin d'une grande pureté avec une spécification très forte. On a sûrement une sorte de rationalisation des usages à organiser, qui est très jolie de manière théorique et sur le papier, mais qui est un monstre de complexité à déployer, puisque on commence à dire, en se faisant, qu'il faut qu'on couple les différentes filières industrielles entre elles. Mais sans doute que si on veut aller vraiment vers être vertueux en termes d'économie de la ressource, c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on se monte. Deuxième point, donc à partir du moment où le recyclage ne suffit pas, ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers déployer de nouvelles activités minières. Donc sans doute qu'on a le sentiment, pour beaucoup, que le sous-sol a été, en tout cas dans nos pays, épuisé, ce qui est loin d'être le cas. Donc le sous-sol reste, et je vais y revenir dans un instant, encore riche en ressources, mais par contre les exploiter, c'est évidemment un défi énergétique d'abord, environnemental aussi, industriel et économique, politique et sociétal. Et donc c'est évidemment un chemin, je dirais, complexe, étroit, mais néanmoins sur lequel, comme vous voyez avec cette carte qui correspond aux investissements miniers dans le monde, vous voyez qu'aujourd'hui beaucoup de pays investissent, c'est des sommes qui sont colossales. Le total de cette figure qui date de 2022, si je ne me trompe pas, j'arrive plus à voir, 2020, voilà, et dépasse le millier de milliards d'euros, donc c'est quand même tout à fait important. Point également intéressant, c'est que vous voyez qu'à ce jour, donc nous n'avons pas d'investissement en France, ou très peu, si je mets de côté la Miniméris annoncée depuis quelques mois, sur laquelle je reviendrai, de lithium, donc on est totalement atypique dans le paysage mondial aujourd'hui, et du coup on a des points de vue qui sont parfois également biaisés sur notre appréciation de ces sujets-là. Et pour autant, quand on regarde un peu ce que nous disent aujourd'hui les études de géologie, on est un pays qui est plutôt, a priori, bien doté. Je prends l'exemple du lithium qu'on n'a jamais cherché dans notre sous-sol. Le lithium aujourd'hui, quand on regarde la probabilité de trouver des gisements de lithium, c'est ce que vous montre cette carte-là, vous voyez que plus c'est rouge, plus on a de chances d'en trouver. À l'échelle européenne, la France est loin d'être le pays le moins bien doté, et une forte chance que l'on trouve évidemment des réserves de lithium et qu'on soit capable d'ouvrir des mines de lithium en France dans les années qui viennent. Néanmoins, n'oublions pas qu'entre le moment où on se dit on va aller chercher du lithium, on va aller chercher tel ou tel élément, et puis le moment où on va réussir à produire, il va s'écouler pas mal de temps. Vous voyez que, toujours le rapport AIE de 2021, à l'échelle mondiale, je dis bien à l'échelle mondiale, on estime qu'il faut 17 ans à peu près entre le moment où vous commencez à vous lancer dans de l'exploration quelque part et le moment où vous produisez votre premier kilo pour première tonne de méthane. Donc c'est extrêmement long.
parce que l'exploration est longue, parce que monter un projet minier c'est long, parce que derrière vous avez des questions évidemment de réglementation qui sont prégnantes, et évidemment vous pouvez imaginer que dans un pays où on a une réglementation assez structurée autour de ces questions environnementales, ce sera sans doute plus long que vous voyez sur cette figure. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, si on zoome un peu plus sur le côté français? Alors on a effectivement un inventaire qui a été fait en France, qui date maintenant de 40-50 ans, qui s'est terminé, il a été conduit dans les années 70-80. Il n'y avait pas de technique de géophysique qui permet d'ausculter le sous-sol, donc on est resté sur l'approche surface. On regardait peu d'éléments à cette période parce que voilà, le lithium, encore, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne nous intéressait pas forcément. Donc on en a regardé 22, là aujourd'hui il y en a une cinquantaine qui nous intéressent. Et donc en fait on est assez aveugle, entre guillemets, sur la connaissance de notre sous-sol. C'est un défi et un enjeu fort que de pouvoir relancer une exploration. Sachant qu'à l'époque, on avait couvert que 20% du territoire, hein, c'est ce que vous voyez sur la carte à droite. Il n'y a que les zones orangées qui ont fait l'objet d'une prospection minière dans ces années 70-80. Donc vous voyez qu'on est loin d'avoir une connaissance exhaustive du territoire, sachant encore une fois que c'était que faible nombre de métal, une faible profondeur, etc. Donc c'est vraiment un enjeu fort de relancer cet inventaire, et vous avez sans doute suivi les annonces du président de la République qui a annoncé donc, le 25 septembre dernier le lancement d'un nouvel inventaire minier, donc du nouvel inventaire des ressources présentes dans notre sous-sol, qui est un prérequis pour pouvoir envisager derrière d'aller vers de nouvelles activités minières, sachant qu'on ne va pas faire ça sur l'intégralité de la surface française, hein, mais se focaliser sur les zones d'intérêt potentiel, qui sont celles qui sont délimitées ici par les traits rouges. Hein, donc, pour ceux qui connaissent un peu la géologie, ça vous rappelle peut-être des souvenirs un peu lointains, c'est des vieux massifs anciens, hein, donc hercyniens, varisques, hein, donc le massif central, le massif armoricain, qu'on retrouve aussi dans les chaînes plus récentes alpines et pyrénéennes, et dans les massifs vosgiens ou de l'Esterel. Donc voilà, c'est un prérequis, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir une mine demain, mais c'est un premier pas qui est évidemment important. Alors il n'y a pas qu'en France où il y a des ressources, hein. Vous voyez que sur cette figure, donc évidemment on va trouver des choses en Europe, et ce qui est intéressant c'est qu'on ne trouve pas les mêmes métaux partout, donc ça permet d'avoir une vision complémentaire, et évidemment tout ça, ça doit se traiter à l'échelle européenne, avec un intérêt fort à se rapprocher des pays scandinaves, hein, qui ont maintenu les activités minières, alors que ce sont des pays environnementaux dont personne ne discutera leur sensibilité environnementale, et avec une démocratie qui est évidemment vivante et dynamique. Donc je crois que c'est des modèles dont on a beaucoup à apprendre. Malgré tout, on ne sera jamais 100% indépendant au niveau européen, c'est clair. L'idée c'est de diversifier, de relocaliser une partie, mais on ne coupera pas à avoir également des approvisionnements qui viennent de plus loin. Et donc pour ça, ce qui se développe aujourd'hui, hein, c'est des partenariats stratégiques, à la fois au niveau français, au niveau européen, sur un certain nombre de pays clés qui sont jugés stratégiques en termes de ressources. Hein. Donc vous voyez ici ceux avec lesquels l'Europe a déjà signé des partenariats dans ce domaine. Donc ça va du Canada, en passant par l'Australie, la République du Congo, la Namibie, alors signé ou en cours de discussion, hein. Le Kazakhstan, etc. Et puis, sachant que, évidemment, pour soutenir cette logique-là, hein, cette dynamique-là, pardon, on fait appel aux établissements qui ont un historique fort dans le domaine, hein, je pense en particulier au BRGM, qui, comme vous le savez sans doute, a beaucoup travaillé en Afrique et continue à le faire. Hein. Tous les pays qui apparaissent en rouge ici sont les pays dans lesquels on a travaillé récemment. Et donc on a une connaissance extrêmement approfondie des ressources présentes dans ces pays. Et donc on appuie évidemment le lancement de ces partenariats pour favoriser l'émergence d'un écosystème favorable aux acteurs français. Alors l'émergence d'un écosystème, c'est aussi l'émergence d'une expertise pour que ces pays soient capables de maîtriser leurs ressources. Donc c'est ce qu'on fait au travers de projets par exemple européens comme Panageo, où on va avoir formé plus de 2500 experts dans l'ensemble des pays africains pour les aider à maîtriser leurs ressources. C'est également ce qu'on fait au travers, pour faire émerger des projets miniers responsables. Je viendrai dans un instant sur ce qu'on appelle les mines responsables, avec là aussi encore des projets européens qu'on coordonne au niveau BRGM pour aider à l'émergence vraiment non plus d'une logique, je dirais, de préemption des ressources ou d'exploitation des ressources présentes dans ces pays, mais une logique de développement de ces pays grâce à leurs ressources et en permettant au passage évidemment à l'Europe de pouvoir à ses besoins. Et tout ça se faisant donc en étroite collaboration avec l'Organisation africaine des services géologiques. Last but not least,
l'Europe, vous l'avez compris, est assez active dans ces domaines et donc vise à une législation européenne qui est ambitieuse. Donc c'est le Political Material Act qui est actuellement en cours de discussion entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Il a été voté récemment au niveau du Parlement, qui prévoit donc des seuils minimales d'autonomie en termes d'extraction, de raffinage, de recyclage, et qu'on ne dépend pas à plus de 65% d'un même pays en termes d'approvisionnement. Vous comparez ces chiffres-là à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez que le chemin est tout à fait conséquent, ou la pente assez raide si vous voulez, et que ça va être évidemment, je dirais, une ambition extrêmement forte qu'il va falloir accompagner au niveau local. Dernier point, avant de vous laisser la parole, évidemment, ouvrir une mine, c'est en aucun cas réouvrir une mine à la Zola, si vous me permettez cette expression-là. Les activités minières mal maîtrisées peuvent avoir des impacts tout à fait conséquents. Vous avez ici une illustration au Brésil. Donc, je dirais, on a une opposition sociétale qui se cristallise sur ces sujets-là. Alors qu'il y a un mélange de plein de choses, qui est un mélange du syndrome qu'on connaît bien, c'est très bien d'ouvrir des mines, mais pas chez moi s'il vous plaît, de débats qui sont cachés ou qui sont embarqués derrière ces questions-là, qui ne sont pas forcément explicités sur la décroissance, sur comment on gère la finitude des ressources, sur ce que j'appelle le mythe autour du recyclage, c'est-à-dire le fait que certains pensent qu'on va pouvoir répondre à l'intégralité de nos besoins avec le recyclage, et qui dénote très souvent un manque de vision globale, qui est pourtant indispensable si on veut, je dirais, avoir des trajectoires qui soient praticables, c'est-à-dire qu'on soit capable de mettre en œuvre, et tout ce qui peut être fait dans ce domaine, et les récentes initiatives, que ce soit celles développées par le Shift Project, les travaux que peut faire Olivier, ou même ce qui a été fait en termes de planification écologique, sont évidemment extrêmement importants et intéressants pour construire cette vision globale. Donc les activités minières, si on n'y fait pas effectivement attention, ont un réel impact non seulement au moment où on opère la mine, mais aussi sur le long terme. Je peux vous en parler d'autant plus qu'on gère, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des anciens sites miniers en France. Et donc effectivement, on a en France aujourd'hui parfois des têtes de puits qui s'effondrent, on a encore des stations de traitement des eaux, on a des terrils qui vont rester en combustion pendant encore quelques siècles, etc. etc. Donc des impacts qui se font à la fois sur, vous voyez, qui sont d'ordre des mouvements gravitaires, qui impactent les eaux souterraines ou les eaux de surface. Et donc, il est vrai que c'est une réalité qu'on essaie aujourd'hui de gérer le mieux possible et que les mines de demain ne doivent pas conduire à ce type de marqueurs et d'impact. Donc tout ça, ça suppose évidemment qu'on travaille sur la manière dont on conçoit les mines pour réduire leur consommation énergétique, pour réduire leur rejet, pour réduire leur production de déchets. On travaille aussi sur les impacts sociaux et sociétaux en termes de santé, de sécurité, de droits humains, etc. Avec, comme on sait, un rôle extrêmement fort, un impact extrêmement fort de ces mines en termes de consommation énergétique, d'émissions CO2, même à l'échelle européenne. Pourtant, on sait bien que la mine n'est pas très présente à ce jour en Europe. Alors, tout ça amène à développer ce qu'on appelle donc, la mine responsable, sur laquelle la France est extrêmement volontariste, qui est en fait développée, dérivée, j'allais dire, du développement durable. Donc, c'est une mine qui vise à avoir un impact environnemental le plus faible possible, et on peut vraiment travailler sur ce sujet-là. Il y a des marges de progrès tout à fait réelles, à impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le processus de décision et dans la gouvernance, de manière à ce que ce soit des projets co-construits, et puis veiller à une distribution équitable des bénéfices, et avec derrière tout ça, évidemment, une question de normalisation, parce qu'il ne suffit pas de se clamer une mine durable, ça serait facile, donc derrière il faut des standards, il faut une régulation, il faut, je dirais, une capacité à avoir une certification indépendante, et donc il y a plus de 90 initiatives à l'échelle internationale, c'est ici un recensement qui a été fait par l'ONU, sur des systèmes de certification de ce type-là, et qui sont aujourd'hui en train de structurer le marché, et qui vont devenir la référence, qui vont permettre de garantir que tout ça s'inscrit dans une logique de développement durable. Alors, je vais passer celui-là, on pourra y revenir, qui était les pistes techniques sur comment on peut améliorer l'impact des mines, si vous avez des questions, pour dire que une mine durable, c'est pas juste une mine, c'est pas que pour les mines en France ou les mines en Europe. Parce qu'évidemment, ça serait trop facile, d'ailleurs, ça conduirait à externaliser ou exporter nos impacts comme on le fait aujourd'hui. Donc il y a une vraie volonté d'intégrer ces critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans nos importations. Et donc, je prends juste pour un exemple ici, sans doute quelque chose que vous connaissez, vous avez entendu parler, qui est ce qu'on appelle le passeport batterie.
la volonté que dans les batteries des véhicules électriques en Europe, dorénavant, on ait des critères de plus en plus stricts sur ces paramètres, sur ces critères ESG, de manière à ce que finalement on applique à nos importations les mêmes critères que la production locale. D'abord parce que sinon on n'a aucune chance que la production locale décolle, soyons clairs, parce que mettre des contraintes c'est augmenter les coûts, il faut être clair. Donc tout ça c'est joli, mais il faudra accepter de payer un peu plus cher que si on fait n'importe comment. Et puis c'est aussi un moyen de tirer par le haut finalement l'ensemble de l'industrie à l'étranger. Et je peux vous dire, pour avoir l'occasion à l'heure actuelle de signer des accords avec un certain nombre de pays africains qui sont les premiers volontaires et volontaristes pour aller dans ce sens-là, parce qu'eux-mêmes veulent se servir finalement de leurs ressources comme d'un vecteur de développement dans leur pays, le meilleur exemple étant la République démocratique du Congo. Et puis derrière tout ça, on a des initiatives politiques pour accompagner tout ça. Je mentionnerai ici juste le Mineral Security Partnership, qui, à l'initiative des États-Unis, rassemble un certain nombre de pays, pour que là aussi, ça ne soit pas la course à l'échalote, mais qu'il y ait une démarche concertée entre l'ensemble des grands acteurs. Donc en conclusion, et pour vous laisser la parole ensuite, dire que vous avez compris que la transition écologique et énergétique, telle qu'on la voit aujourd'hui, va faire exploser nos besoins en ressources minérales. On est face à un mur de demande qui est tout à fait conséquent, qui sont liés pour partie aux énergies renouvelables et aux batteries, parce que je rappelle que le nucléaire, on l'a vu, était peu gourmand dans tout ça, que l'on est en train de passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux ressources minérales, qui vont devenir donc finalement le nouveau facteur, le nouveau déterminant de la géopolitique, que malgré des réserves abondantes, vraisemblablement l'industrie sur un certain nombre de métaux aura du mal à répondre en temps et en heure. Encore une fois, ce n'est pas une question de ressources globales, c'est une question de capacité à produire avant 2035 par exemple, puisqu'on a dit qu'en 2035 on n'aura plus de véhicules thermiques. Donc on a des risques de rupture d'approvisionnement, ou, autre manière de formuler les choses, on a des risques de devoir adapter nos trajectoires de décarbonation, de diversifier les solutions, peut-être moins être sur une seule solution. En tout cas, les ressources risquent d'être un boulet d'étranglement sur ces trajectoires de manière très claire. Et enfin, dernier point, pour préserver notre souveraineté, qui est quelque part quand même le meilleur gage de liberté à tout point de vue, y compris politique, il faut qu'on puisse réinvestir dans une relocalisation d'une partie de nos approvisionnements par le recyclage. Il est indispensable, mais il ne pourra pas l'intégralité des besoins. Et aussi par accepter d'avoir de nouvelles activités extractives, minières, de transformation. Je sais que c'est un défi sociétal majeur, mais il va falloir que quelque part on ouvre un débat sur notre capacité finalement à assumer les impacts de nos modes de vie, qui est sans doute quelque chose pour le moment qui est un peu occulté. Et enfin, ça ne répondra pas à tous les besoins, donc très clairement, ça ne coupera pas le besoin d'avoir derrière une diplomatie des ressources minérales pour sécuriser nos importations. Et donc je crois que, évidemment, au vu de tout ça, vous voyez bien que les ressources minérales vont devenir un driver fort de la géopolitique du monde de demain et sans doute malheureusement un initiateur de potentielles crises. Ou en tout cas, je vous invite à faire une lecture des événements mondiaux depuis ces dernières années à l'aune de ces critères-là. C'est assez instructif. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis